Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale de 7 minutes pour convaincre en direct de Yaoundé. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette production exclusive le président du mouvement Agi Act. C'est lui également qui pilote le projet Survie Cameroun lancé depuis quelque temps qui permet aux Camerounais naturellement d'entrer en possession d'un certain nombre d'outils pour se mettre à l'abri du Covid-19. Christian Penda Ekoka, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Romaric, comment ça va? Je vais très bien, et vous-même? Ça va très très bien. Merci de nous recevoir dans votre cadre, merci de nous recevoir dans votre espace et de nous accueillir à Yaoundé. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir. Merci. Je te recevoir des jeunes gens comme vous. Et c'est vous l'avenir du Cameroun, c'est vous l'avenir de ce pays. Le pari, c'est sur vous. Et nous faisons tout ça essentiellement pour vous. Merci infiniment. Alors, entrons de plein fouet dans notre entretien. Il y a de cela quelques jours, vous êtes allé rencontrer le ministre Paul Tangandji, je crois qu'en compagnie de Maurice Kamto. Et d'après les informations qui ont circulé, puisque nous étions là pour suivre cette actualité, vous n'avez pas pu rencontrer le ministre. Que s'est-il passé réellement? C'est le ministre qui a refusé de vous voir ou c'est vous qui n'avez pas pu le rencontrer? Non, c'est pas qu'il a refusé de nous voir. On nous a dit protocolairement, ben nous on s'est déporté vers ses bureaux, on nous a dit protocolairement qu'il fallait formuler une demande d'audience, n'est-ce pas? Parce qu'habituellement, il y a une fiche de demande d'audience. Oui. Il se trouve que partout ailleurs où nous étions rendus, que ce soit au bureau du DGSN, il y avait une fiche de demande d'audience qu'on devait remplir. Dans le cas du DGSN, il n'était pas au bureau, on a rempli la fiche, on a déchargé le courrier, on a fait décharger les courriers qu'il y avait là-bas. Dans le cas du ministre de la Justice, on a rempli la fiche d'audience et ils nous ont dit qu'ils allaient nous rappeler. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ils ont dit qu'ils allaient nous rappeler. Dans le cas du CED, on a rempli la fiche de demande d'audience, ils ont pris nos références téléphoniques et ils ont dit qu'ils allaient nous appeler. Voilà, je pense que c'est normal. Dans le cas du MINAT, oui, lui alors n'avait pas du tout de fiche de demande d'audience. Et là, on a dit à Maurice Kamto de formuler une demande manuscrite. C'est assez anecdotique, donc il fallait chercher du papier pour qu'il écrive, ainsi de suite. Ce qu'il a fait, je suis mis à TZT, il a déposé, on est parti donc distribuer les produits barrières, oui, c'est-à-dire les masques et les gels, aux populations à Mokolo. Parce qu'après tout, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous importe, ce sont ces populations-là. Mais la grande interrogation aujourd'hui, c'est beaucoup qui se demandent qu'est-ce que vous allez faire auprès des autorités alors que vous remettez en cause, vous avez remis en cause depuis le début l'élection du président Biya, qui est par ailleurs le président de la République qui a mis ce gouvernement en place. En fait, c'est surtout cela qui est intéressant. Mais vous le verrez dans les lettres qui vont circuler là bientôt. Oui. Parce qu'on allait protester contre cette espèce de diabolisation, de terrorisation des militants du MRC et de ses sympathisants que vous observez. Oui. N'est-ce pas, une espèce d'ostracisation des militants du MRC et deux poids, deux mesures. Chaque fois que c'est le MRC qui prend une initiative, oui, n'est-ce pas, elle n'est pas tolérée, elle est ostracisée, on diabolise, on démonise, au point où Maurice Kamto, comme citoyen, humaniste, est pris, n'est-ce pas, par vraiment quelqu'un qui aime beaucoup ses compatriotes. Et il est touché par les souffrances auxquelles ils sont en but par rapport au Covid-19. Oui. Lance cette initiative, n'est-ce pas, Survival Cameroun Initiative, pour qu'on puisse apporter de l'aide à ses compatriotes. Oui. Et dans ce cadre, il me demande si je peux piloter le projet. Je dis, bon, bien entendu. C'est-à-dire on a tellement une sorte de convergence de vues, oui, par rapport au Cameroun et ce qu'on devons faire pour ce pays, que j'accepte tout de go, que je vais le faire. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette espèce de démonisation de l'initiative. Mais il s'agit simplement, comme vous auriez pu imaginer, en Guadje, il y a un éboulement de terrain. Oui, en Guaché. Oui. On se mobilise à Bafoussam, je veux dire, on se mobilise immédiatement pour dire que faisons quelque chose. S'il y a un incendie ici, là, n'est-ce pas, c'est la même chose qu'on ferait. Oui. S'il y a un tremblement de terre, c'est la même chose qu'on ferait. On commencerait d'abord par chercher à remplir les statuts pour créer une association. Je ne sais pas si vous voyez, pendant qu'il y a un déversement d'huile ou il y a un tremblement de terre, il faut absolument mobiliser toutes les énergies. Et ceci, au-delà des querelles partisanes. Je ne sors pas pour donner, quand on distribue les masques là, est-ce que j'ai besoin de savoir si quelqu'un est du RDPC ou il est du SDF ou il est du UNDP? Non,
c'est un Camerounais. C'est ça le centre de l'initiative. Donc, on allait voir ces ministres-là. Oui. Vous voyez bien le DGSN, le ministre de la Justice, à Tangandji, n'est-ce pas, ministre de l'administration territoriale, et le CED, pour protester contre cette diabolisation. Ah d'accord, c'était pas pour leur demander une sorte d'autorisation pour pouvoir mener vos actions. Non. Ok. Non, on allait protester. Oui. Vous savez, on devait d'abord le leur dire verbalement. Une fois dit, on allait leur soumettre la lettre, n'est-ce pas, l'espèce de note, mémorandum à cet effet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'il n'y ait pas de confusion, on n'avait pas demandé une permission quelconque. On n'avait pas de permission à demander. On n'avait pas d'autorisation à demander. On allait protester contre la terrorisation, la diabolisation, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à l'endroit des militants du MRC et leurs sympathisants. Et vous avez vécu la scène lorsque j'envoie sur le terrain, n'est-ce pas, des bénévoles qui sont là pour distribuer des masques, n'est-ce pas, et des gels. Ils se font arrêter. Ils se font arrêter. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Pendant qu'on vend ces produits-là, c'est pas déjà à prix 1300 francs pour les masques, et que pour le gel hydroalcoolique, les 500 millilitres que nous distribuons, c'est à plus de 5000 francs que vous les trouvez sur le marché. Tout à fait. Non, on donne ça gratuitement. Vous donnez ça gratuitement et on vient violenter les gens. Vous trouvez ça normal? Mais il y avait de quoi protester. Il faut que ça arrête. Mais dites-nous, Christian Penda Ikoka, comment avez-vous reçu le refus du ministre de la Santé de recevoir les dons de Maurice Kamto, qui est venu vers vous naturellement pour que vous remettiez au ministre? Comment avez-vous reçu cela, puisque le ministre de la Santé vous a renvoyé auprès du ministre Paul Tangandji? Comment avez-vous perçu cela? Une bêtise. Mais c'est une bêtise. Mais c'est strictement une bêtise. C'est une bêtise. Je ne vais pas qualifier ça autrement. Mais c'est une bêtise, c'est une stupidité. Mais je ne peux pas comprendre qu'un ministre... À quoi renvoyer ce message d'après vous? Mais je ne peux pas comprendre qu'un ministre de la Santé publique, je vous le dis, hein, j'ai un âge aujourd'hui où ce que j'ai fait dans ce pays, ça fait 42 ans que je suis rentré au Cameroun. C'est ce que j'ai fait. Ce ministre-là, je connais bien. C'est un jeune frère que j'ai connu il y a de nombreuses années. Et je vais vous dire, quand je annonce que je viens avec du matériel que Maurice Kamto, dont Maurice Kamto nous a fait don, qui est essentiellement du matériel destiné au personnel soignant, vous comprenez? Je me dis, mais ce matériel n'est pas destiné au grand public. Je vais vers Malaki Manaouda pour lui dire, mais voici le matériel. C'est pour le personnel soignant. Il faudrait peut-être que ces gens se rendent compte qu'à ces positions où ils sont là au nom du peuple. C'est peut-être leur homme Dieu, qui n'est pas Dieu, qui les a mis à cette place. Mais il faudrait qu'ils comprennent peut-être, n'est-ce pas? Qu'ils comprennent, pas peut-être, qu'ils comprennent de manière certaine que ces postes-là, ils y sont au nom du peuple. Parce que M. Biya, qui les y a nommés, n'a pu le faire s'il détient le pouvoir que nous contestons. D'ailleurs, je tiens à vous le souligner, n'est-ce pas, je n'accepterai jamais cette espèce de mascarade électorale où on lui a donné le pouvoir, mais qu'ils sachent que s'ils agissent comme ils agissent là, c'est contre les populations. Ils agissent contre les populations alors qu'ils sont censés agir pour les populations. Est-ce que si je parle de chez moi, vous comprenez ce que je veux dire? Pour aller voir Manaouda avec ces produits-là, je n'ai rien à cirer avec Manaouda. Mais absolument rien du tout. Je ne le fais que au titre de la position qu'il occupe, en me disant, je vais le voir pour qu'il prenne ces produits et qu'il les distribue au personnel soignant du Cameroun. Et c'est tout, et ça s'arrête là. S'il les refuse, au nom de la République, c'est une bêtise. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cela, de ces dons? Mais on a donné ça dans des hôpitaux, à d'autres hôpitaux qui en avaient besoin. Vous avez bien des hôpitaux catholiques qui en ont besoin. Vous avez des hôpitaux baptistes qui en ont besoin. Vous avez des hôpitaux presbytériens qui en ont besoin. Bon, malheureusement, j'ai cherché des établissements du monde islamique, établissements hospitaliers. Il n'y en avait pas. Mais on m'a donné l'adresse du président, n'est-ce pas, de la Confédération de tout ce qui est islamique, que je vais appeler à un moment donné,
et on verra ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que la réaction des ministres actuels, notamment du ministre Paul Atanga-Nji, qui a dit que votre initiative ne va pas prospérer si vous ne venez pas vers lui, est-ce que ça vous freine dans votre élan d'apporter de l'aide au Cameroun? Non, mais pas du tout. Je vous l'ai dit, que rien, je vous dis rien, ne m'empêchera, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi j'ai pu servir, n'est-ce pas, auprès de M. Biya, servir la population camerounaise, auprès de M. Biya, parce qu'il y en a qui me disent que vous avez trahi Biya. Je demande, je l'ai trahi en quoi? Est-ce que c'est lui que je servais? Je servais les Camerounais auprès de lui. Si j'ai accepté ce poste, mais j'attends rien d'eux. Je n'attendais rien d'eux. J'avais fait ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Au jour d'aujourd'hui, si on doit d'ailleurs faire le bilan, c'est eux qui me doivent de l'argent. Cette présidente de la République. Racontez-nous cela, comment ça? Non, mais attendez, il y a plein de choses que je ne touchais pas, que je ne touchais pas du tout. Comprenez ce que vous avez refusé ou bien... J'ai refusé, par exemple, pour ils ont voulu me loger. J'ai dit, je ne veux pas de logement, je suis chez moi depuis une trentaine d'années. Ils ont voulu me donner une indemnité de logement que je n'ai jamais perçue. Vous voyez? Et il y a plein d'autres émoluments comme ça, indemnité, d'installation ou de quoi que ce soit, je n'ai jamais touché ça. Pourquoi vous avez refusé? Mais parce que je n'étais pas parti là-bas pour cela. Pour moi, après avoir critiqué ce système tel que vous pouvez me voir dans tous mes écrits, n'est-ce pas? Vous êtes jeune, mais vous avez pu voir tout ce que j'écrivais sur ce système. À un moment donné, quand on me dit, bon, voilà, il m'appelle, je me dis, bah, tiens, peut-être qu'ils veulent que quelque chose change. Peut-être qu'ils veulent que je mette mes services, mes compétences au service des Camerounais. Si je disais non, vous auriez été les premiers à dire que mais ce monsieur critique tellement ce système que maintenant qu'on lui tend la main, n'est-ce pas, il faut qu'il y aille. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais pour moi, j'ai passé les 8 ans là-bas comme à une observation expérimentale. J'ai dit souvent, j'étais au cockpit de l'avion Cameroun. Mais je regardais comment il se pilote. Je regardais, je me disais, mais si on veut le développement du pays, je vais observer comment ça se pilote. Je faisais des propositions, je faisais en effet. Ceux qui ont l'habitude de me côtoyer peuvent voir ce que j'ai écrit à Biya tout ce temps-là, pendant les 8 ans. Que ce soit même lorsque la crise anglophone éclate. Avancée. Elle éclate en fin 2016. Moi, je l'en avertis en 2016. En 2014, février 2014, je lui dis déjà que il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Exactement février 2014, avant qu'on aille au cinquantenaire de la réunification. Non, à Buea. Je lui ai écrit, ma lettre, tout le monde connaît, pour dire que non, il faut faire autrement, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça va aggraver les frustrations de nos compatriotes anglophones, notamment sur les signalisations publiques. Parce que vous voyez que, par exemple, dans une capitale comme Yaoundé, toutes les signalisations étaient en français. Tout à fait. Et déjà, je lui dis que, mais attendez, ça, c'est une très mauvaise projection. Dans un pays bilingue. Dans un pays bilingue. Oui. Et que Yaoundé, the nation's capital, la capitale de la nation, est le lieu par lequel on projette d'abord notre histoire et que tout le monde voit. Et qu'au moment où on serait à Buea, il faut qu'il exprime, n'est-ce pas, sa désapprobation de cette situation. D'accord. Et tout ça, il n'a pas fait. Mais il y a plein de choses comme ça hein, que je peux vous raconter. Le moment venu, mais j'aurai le temps un jour de rédiger mes mémoires. D'accord. Vous avez parlé du Cameroun tout à l'heure. Parlons justement de ce pays qui vous tient visiblement à cœur, pour qui vous avez fait beaucoup de choses quand on vous entend. Le Cameroun vient de célébrer... Ces choses-là sont là. Oui, tout à fait. Le Cameroun vient de célébrer le 20 mai, fête un peu modifiée cette année, notamment due au Covid-19. Peut-on dire aujourd'hui que l'unité nationale se porte bien au Cameroun, d'après vous? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quelques illustrations. Non, mais pas du tout, puisque d'abord, si vous voulez, ça je l'ai également écrit, les gens ne font pas attention, que le principal marqueur de la gouvernance de Biya était l'ethnicisation du pays. C'est-à-dire c'est le marqueur ethnique qui est à travers lequel il mobilisait la gouvernance de ce pays, son gouvernement du pays, c'est le marqueur ethnique. Or, le marqueur ethnique est un marqueur de division. C'est ce que les latins disaient, divide ut imperet, diviser pour mieux régner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous divisez pour mieux régner. Alors que vous recevez le pays, lorsque vous recevez ce pays avec sa diversité ethnique et tout ça, ce que vous devez célébrer, c'est l'unité du pays. Et vous devez tout faire, en fait, pour que la population se brasse. Vous le faites comment? Vous le faites en construisant les infrastructures. C'est-à-dire du nord
au sud, d'est en ouest. Il faut que les gens circulent. Or, aujourd'hui, Romaric, je ne sais pas si vous avez déjà été quelque part au nord du pays. Si. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous voyez la difficulté que vous avez eue pour aller là-bas. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Et le plus extraordinaire, c'est que ce monsieur arrive au pouvoir en 82. Je vous donne juste l'exemple de chemin de fer, parce que moi j'ai commencé ma carrière comme ingénieur chemin de fer, avant d'aller à la Société nationale d'investissement de par mes formations. Je commence comme ingénieur de chemin de fer. Et en 78, vous voyez bien que le chemin de fer que BIA trouve, le réseau ferroviaire que BIA trouve en 82, il s'arrête en Gaoundéré, dans l'axe nord. Aujourd'hui, il est toujours en Gaoundéré. Il allait en Konsamba, sur l'axe ouest. Il ne va même plus en Konsamba. Au sud, il allait en Goulemakon, et ainsi de suite, il n'y va plus. Vous imaginez qu'au bout d'une quarantaine d'années, le chemin de fer devait s'étendre jusqu'à, je dirais, N'Djamena, sur la direction nord. Oui. Il devait dépasser Nkonsamba pour aller à Bafouan, Bafoussam, Bamenda, Fumban, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Regardez où il est. Ce qu'il s'est fait, lui, il a rétréci le chemin de fer. Le bilan de sa gestion de chemin de fer, c'est qu'il a rétréci le réseau ferré. C'est quand même extraordinaire. Alors que normalement, si vous voulez que les gens se brassent, n'est-ce pas, que les Camerounais se connaissent, ça commence d'abord par les infrastructures. Vous voyez? Bon, ça je vous donne. Si je vous prends l'exemple de l'électricité, mais M. Biya a trouvé le barrage de Lac d'eau. Puisque moi, je travaillais déjà dans la vallée de la Benoué dès 79, n'est-ce pas, à la SNI, essayant de vouloir faire un projet de complexe agro-sucrier dans la vallée de la Benoué. Les Chinois avaient déjà fait du temps d'Aïdjo le barrage de Lac d'eau. Je pense qu'il a été inauguré dans les années 80, parce que ce barrage faisait non seulement l'électricité, mais il y avait également 2 sorties pour l'irrigation de la vallée de la Benoué. Parce qu'il allait changer le régime hydrogéologique, n'est-ce pas, du fleuve Benoué. Oui. Et donc, il fallait que lorsque, n'est-ce pas, l'eau se retire, au nord, les paysans, ils ont cette céréale qu'on appelle le mousquari, qu'ils pouvaient planter lorsque l'eau se retire. 80. Ce barrage avait 4 turbines de 18 MW. Normalement, ça faisait 72 MW. Ce barrage, aujourd'hui, je crois qu'il y a une seule turbine qui fonctionne. Oui, mais parlons des... Je vous donne ça. Oui. Vous voulez que les gens du Nord soient dans quelle situation par rapport à l'électricité? Si tout cela fonctionnait, non seulement le Nord aurait de l'électricité, qui est quand même une ressource essentielle, oui. Mais on pourrait également l'exporter au Nigeria et au Tchad. C'est essentiel parce qu'on peut passer rapidement là-dessus. Mais vous savez le nombre de choses qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité. Oui, mais aujourd'hui, le président de la République a, depuis quelques années, annoncé de grands chantiers qui sont sur le point de se réaliser, enfin, d'inauguration. D'autres sont en construction. Est-ce que c'est pas quand même un point positif? Donnez-moi, parce que vous avez l'habitude de parler de ces grands projets. C'est lesquels? Dites-moi, vous en avez un là à l'esprit? Vous savez, moi, je suis ingénieur, j'ai fait l'économie, j'ai fait les finances. Moi, je parle des choses concrètes. Hein. Oui. Je ne sais pas ces grands projets où ils sont. Voilà un monsieur, je vous parle d'un petit truc là, c'est-à-dire c'est le comice agro-pastoral, n'est-ce pas? Oui. Que Aïdjo tenait tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà quelqu'un qui, lorsqu'il est au pouvoir, le dernier qu'il fait en 88, il faut attendre 23 ans pour tenir le suivant, qui tient à Eboloa. En 2011. En 2011, il dit que ça va reprendre. Nous voici en 2020. 9 ans après. C'est où? Vous voulez parler de grands projets? Celui-là, c'est... Non, celui-là, c'est le comice agro-pastoral. Oui. Un moment important. Lorsque vous entendez parler en France, un pays qui vous est familier, du salon de l'agriculture, c'est le moment de la célébration du paysan, c'est le moment de la célébration de l'agriculteur, de l'éleveur, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas le tenir tous les 2 ans. Vous voulez aller où? Vous voulez être un pays vraiment, vous voulez prétendre être le grenier de l'Afrique centrale comme vous le faites, et vous ne célébrez pas ces gens-là. Comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Vous parlez de quel projet? On a dit l'autre jour, en 2011, vous voyez, on inscrit dans la liste de projets le barrage hydroélectrique de... Mevele? Non, pas de Mevele encore, prenons le petit là, de Mekin. Mekin, oui. 15 MW. Inscrit en 2011. Si vous voyez, il est inscrit là dans les documents de campagne. Il est pour 25 milliards. Moi, pour 25 milliards, il est déjà au-dessus des standards de l'industrie, pour 25 milliards. Il est aujourd'hui à plus de 100 milliards. Il n'est même pas encore inauguré.
Je suis en train de parler de 15 MW. Hein. Oui. Mvele, c'est un peu plus que ça. C'est peut-être Mvele, c'est dans les 216-220 MW. Lui, là, on peut l'inaugurer. On vous dit que partiellement, et ainsi de suite. Parce que je ne suis pas sûr que la ligne de transport, ils aient même pu la construire pour évacuer l'électricité de Mvele, pour l'amener, parce qu'il faut évacuer la ligne de transport. Oui. Mais les coupures d'électricité que vous avez connues à la naissance, je vais vous dire, les coupures d'électricité que vous avez connues à la naissance, vous n'étiez pas encore conscient. Mais lorsque vous avez eu 10 ans, vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'électricité. Lorsque vous avez 7 ans, vous avez pu constater qu'il n'y a plus d'électricité. Depuis que vous avez l'âge de 7 ans, vous voyez plus qu'il n'y a pas d'électricité, non? Il y a toujours des coupures. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, même l'enfant qui serait né en 75 et qui aurait 7 ans lorsque Biya arrive au pouvoir, vous voyez? 7 ans. Il aurait donc la conscience de ce qui se passe depuis ce moment-là. Mais j'explique ce système, Romaric, en disant pourquoi nous en arrivons à cet échec total, mais alors sur tous les plans. Sur tous les plans. Infrastructure. Qu'est-ce qui peut expliquer énergie, cela, justement? Industrie, agriculture. Ça s'explique, j'ai dit, le mal fondamental du Cameroun réside dans des institutions politiques qui ont concentré la totalité du pouvoir politique dans les mains d'un seul individu. C'est-à-dire? Sans contre-pouvoir. Mais tous les pouvoirs sont concentrés, tous les pouvoirs politiques, c'est-à-dire la totalité même du pouvoir politique, qu'il soit exécutif, législatif, n'est-ce pas, judiciaire, et à la limite, on ajouterait même votre quatrième pouvoir, même médiatique. La totalité du pouvoir au Cameroun est concentrée dans les mains d'un individu, sans contre-pouvoir. C'est-à-dire que tout ce que vous avez comme soi-disant Parlement, ce n'est pas des pouvoirs, ils sont complètement sous son verrou. Judiciaire et ainsi de suite. D'ailleurs, vous le voyez à la cérémonie de présentation des vœux, tous ces gens-là viennent lui faire allégeance. Pour qu'un tel individu réussisse, mais il faut carrément qu'il ait les qualités de Dieu, les qualités qu'on reconnaît à Dieu, c'est-à-dire l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipuissance, que manifestement un pauvre mortel n'a pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Que manifestement un pauvre mortel n'a pas. Parce qu'il n'y a que Dieu. Vous pouvez dire que, tiens, il peut au même moment tout voir en même temps, connaître tout en même temps, savoir tout en même temps, avoir une puissance telle que... Vous pouvez donner ça à un être humain. Or, si vous faites ça, tout ça dans un être humain, sans contre-pouvoir, vous arrivez à une organisation de pouvoir qui est simplement extraordinaire. C'est-à-dire, vous allez voir comment le pouvoir s'organise au Cameroun. Vous avez une organisation informelle de contrôle du pouvoir qui est fait de... Vous avez dit que oui, c'est le jardinier du président, c'est le cuisinier du président, non, c'est la belle-sœur du président, non, c'est la tante du président, non, c'est l'ami de son fils, du cousin, c'est le cousin de son oncle, et de ceci. Vous voyez, au mépris de l'organisation formelle. Vous voyez bien qu'au niveau de l'organisation formelle, on dit au bonhomme premier ministre, chef du gouvernement, mais il n'a aucun pouvoir. On dit président de l'Assemblée, mais il n'a aucun pouvoir. On dit président du Sénat, mais il n'a aucun pouvoir. On dit l'autre là, il est secrétaire général du RDP, il n'a aucun pouvoir. Donc en fait, toute la structure qui est structure formelle du gouvernement n'a aucun pouvoir. Et les gens, non, attendez Romaric, et les gens n'y sont que comme des petits animaux qui sont venus autour d'une mangeoire, n'est-ce pas, pour que chacun mange sa part. Mais ils n'exercent aucun pouvoir sur l'action gouvernementale. Vous voyez bien que les gens qui sont justement autour du chef de l'État, parce qu'on dit, il y en a un là, on dit qu'il assiste le président dans l'exécution de sa mission, et on a bien donné son nom, secrétaire général, la présidente de la République, il assiste le président à l'exécution de sa mission, il devient plus puissant que le Premier ministre, chef du gouvernement. Ça vous dit rien? Et vous avez un tas de gens, qui entourent, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas, qui n'ont pas à rendre compte, ils ne rendent compte à personne. Pour un individu qui est élu par le chef de l'État, je veux dire par les populations, le président de la République, n'est-ce pas, élu par la population, et qui doit rendre compte à ses électeurs, on commence à lui trouver des noms Guy, c'est-à-dire que mettre du temps et du temps. Oui, non, mais je n'ai pas fini, parce qu'il faut voir, au point où, lorsque Maurice Kamto, comme citoyen, je ne prends pas ses autres attributs, comme citoyen, demande simplement, mais où est le président de la République? Quelqu'un vous dit que, mais, quelqu'un qui n'a même jamais fait une demi-élection, dit que c'est qui Kamto? C'est qui Kamto? C'est-à-dire, il pose la question, comme tout citoyen ordinaire,
que où est son Le président de la République, oui. N'est-ce pas? Celui qui a donc voulu, n'est-ce pas, de fait, parce que nous c'est ça, celui qui a donc voulu, n'est-ce pas, gouverner, être président de fait. C'est lui qui a dit, qui prétend qu'il a gagné l'élection présidentielle. De 2018. Parce que pour nous c'est pas ça, vous le savez. Oui. Il prétend donc avoir gagné l'élection présidentielle. Il prétend donc vouloir diriger le camp. Tu te demandes, mais où il est? Où il est? En pleine crise sanitaire du coronavirus, où tous les chefs d'État de par le monde réunissaient, y compris les opposants, pour pouvoir discuter de la stratégie. Vous posez la question où il est, on dit c'est qui quand même. Justement, face à cette pandémie. Et celui qui pose la question n'a même pas gagné une demi-élection. Mais justement, face à cette pandémie, le président de la République ne s'est pas exprimé aux Camerounais. Normalement, enfin, je dis dans un discours vidéo où on le voit, normalement, il ne s'est pas exprimé. Il travaille, d'après les informations que nous avons avec ses collaborateurs, notamment le Premier ministre et d'autres ministres également, pour prendre certaines mesures liées à la lutte contre le coronavirus. C'est comme ça que vous apprenez que votre président travaille? Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout de ma question. Oui. Je vais comprendre. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce silence du président de la République? Parce que c'est un silence qui dure depuis des années. Beaucoup de personnes l'ont décrié. Vous avez eu l'occasion de travailler avec lui pendant plusieurs années comme son conseiller. Qu'est-ce qui explique ce silence que visiblement d'autres Camerounais ne comprennent pas? Mais n'est-ce pas, il y en a certains de vos collègues qui ont fait des thèses sur le silence présidentiel. Le silence présidentiel, comme si le travail d'un président, par définition, qui est celui de mobiliser ses compatriotes, qui est vraiment celui de mobiliser, de galvaniser, donc par définition, il ne peut pas être un travail silencieux. Un président qui devient silencieux, c'est le pays qui est mort. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu un président silencieux. Je ne veux pas parler du président des États-Unis comme vous voyez là, qui s'exprime tout le temps, ou du premier ministre canadien, ou du président français, c'est-à-dire un chef de l'exécutif qui est censé mobiliser, organiser, galvaniser, orienter la population. Il devient silencieux, c'est la mort de ce pays-là. Voilà pourquoi pour nous, il nous paraît important que celui qui a dit que lui, il a gagné l'élection là, et qui a dit donc que lui veut gérer le Cameroun, on demande où il est. Parce que jusqu'à présent, toutes vos vidéos que vous nous montrez là ne nous convainquent de rien du tout. Et tout ce qu'on vient vous raconter là, tel l'ambassadeur de France vient vous dire que je l'ai trouvé en pleine forme, je me suis dit que, mais attendez, si vous l'avez trouvé absolument alerte et en pleine forme, raison, c'est encore beaucoup plus grave si ça ne s'adresse pas à ses compatriotes, n'est-ce pas? Donc, au bout d'un mois, on a l'autre là, le représentant des Nations Unies, je ne sais pas où, qui vient dire que oui, il a trouvé le président. Vous allez continuer à nous donner les nouvelles du président de cette manière? Les nouvelles du président de la République de cette manière? Non, mais mais parce qu'il est en incapacité de gouverner. Mais moi, il est en incapacité de gouverner. S'il est en capacité de gouverner, mais qu'il se montre. Mais ça ne coûte rien, ça ne lui coûte rien de faire le tour du boulevard du 20 mai et de faire juste comme ça aux gens, de saluer. C'est tout. Et c'est pas compliqué, non? Mais Romaric, vous me regardez, ça ne coûte rien qu'il prenne le boulevard du 20 mai et qu'il fasse justement juste qu'il salue les gens. Mais c'est très simple. On ne va pas lui demander de recevoir l'ambassadeur de France ou tel autre émissaire ou qu'il a appelé tel représentant suisse au téléphone, ainsi de suite. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Réseautel, intégrateur de solutions, courant fort, courant faible. 7 minutes pour convaincre, édition spéciale avec Christian Penda Ikoka, le président du mouvement Agi Act en direct de Yaoundé. Merci encore, monsieur, de nous recevoir. Nous sommes dans la deuxième partie de cet entretien et tout à l'heure, on parlait du chef de l'État. Alors, vous avez longtemps travaillé à ses côtés comme son conseiller et le président Biya a toujours agi ainsi. Que lui conseillez-vous à l'époque et que pouvez-vous lui dire aujourd'hui pour qu'il continue, dans sa logique de direction du Cameroun, par le silence? Non mais, je le lui aurais dit s'il était en capacité de gouverner. Hein. Déjà à l'époque, que vous lui disiez-vous? À l'époque, par exemple, vous voyez que
à l'élection 2018, j'estimais qu'il avait déjà fait son temps, d'accord, et que pour moi, à cet âge-là, il devait se retirer. Il devait se retirer. J'étais à un point d'observation privilégié que beaucoup de gens n'ont pas. J'étais à une position d'observation privilégiée. Je suis au 2e étage, mes bureaux sont au 2e, le président est juste au-dessus de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, ma relation, que ce soit des notes que je fais à lui, ne transige pas par 1000 personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va chez lui directement. Ça va chez lui directement. Je sais comment il peut travailler. Donc, je pouvais voir que ce monsieur est en train de faiblir et de me dire que un autre mandat, ce serait un mandat de trop. Déjà en 2011, c'était limite. En 2011, c'était limite. C'est pour ça d'ailleurs que tous les projets dont vous parlez là, c'est à ce moment-là qu'on lance le projet structurant, que peu d'entre eux, il n'y a pratiquement aucun ne se réalisera. Celui que vous appelez là le port de Kribi, c'est un projet qui se réalise contre nature. Parce qu'en fait, le port de Kribi est un port qui est un port minéralier qui devait se faire à la suite des projets miniers. Le projet de fer de Mbalam, le projet de bauxite et d'aluminium, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, vous aviez donc Alcan, c'est-à-dire Rio Tinto Alcan, qui est un grand groupe d'aluminium qui s'engageait à exploiter le barrage de Lompanga, qui est un barrage réservoir, qui avait pour but de régulariser le débit de la Sanaga. Et Rio Tinto Alcan devait faire 2 barrages importants de 1200 MW chacun à Sombengue et à Grand Godi. Je vous signale que la puissance installée du Cameroun est de 1400 MW. Or, voilà Rio Tinto Alcan qui devait faire 2 barrages chacun de 1200 MW, donc pratiquement le double, n'est-ce pas, de la puissance installée au Cameroun. Et ensuite faire une unité d'aluminium de 1 million de tonnes, n'est-ce pas, à Kribi. Pour faire 1 million de tonnes d'aluminium, il faut consommer pratiquement 3 à 4 millions de tonnes d'alumine. Voilà. Et si vous remontez jusqu'à la bauxite, donc ça faisait un projet intégré. Vous savez que devant les tergiversations du Cameroun, tout l'environnement de corruption et ainsi de suite, n'est-ce pas, Rio Tinto Alcan s'était retiré. Parce que c'est Rio Tinto Alcan qui était devenu propriétaire par le jeu des fusions, de rachats, d'entreprises qui étaient devenus également propriétaires d'Alucam, Aidea. Et c'est eux qui devaient faire Nachtigal. Ils avaient commencé à faire des études de Nachtigal que vous venez aujourd'hui. Et Nachtigal, la production de Nachtigal devait permettre le triplement de la capacité de l'usine d'Aidea. Là, vous voyez tout ça. Ils se sont retirés. C'est-à-dire qu'avec le retrait de Nachtigal, devant l'environnement des affaires du Cameroun, qui ne faisait que se dégrader d'année en année, n'est-ce pas? Rio Tinto Alcan s'est retiré. Et là, vous avez pratiquement un peu de projets de 10 milliards de dollars, n'est-ce pas, qui se sont évanouis de cette façon. 10 milliards de dollars, c'est plus de 5500 milliards de francs CFA. C'est plus de 5500 milliards de francs CFA. Et lorsque un major comme ça s'évanouit, lorsque le projet de fer de Mbalam s'évanouit, Kribi ne se justifie pas. Et je vais vous dire, j'avais écrit au président Biya qu'on va se retrouver avec Kribi dans une situation de charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs. Et c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez aujourd'hui. C'est écrit, la note, elle n'a même pas une page. C'est écrit. Je lui dis que si on ne regarde pas Kribi, ça va se terminer avec une situation de charrue avant les bœufs. À vous écouter la gestion du Cameroun. Ne se feront pas, n'est-ce pas? Mais vous allez faire un projet de port. Et vous voyez bien la situation dans laquelle ce projet-là se trouve aujourd'hui. On est obligé en fait, de subventionner de manière extraordinaire pour faire vivre les gens, n'est-ce pas, de pétrolique. À bien vous écouter, la gestion du Cameroun d'aujourd'hui est une véritable catastrophe. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle date. Elle a toujours été catastrophique. Alors, même quand vous étiez conseiller? Mais attendez, on n'a fait que attirer l'attention de ce monsieur sur la gestion du Cameroun. Mais avant que je n'y aille d'ailleurs. Mais j'ai des écrits, les gens, vous tapez mon nom, vous allez voir que je n'ai fait qu'écrire. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire. Au fond, lorsqu'ils m'appellent, je me dis que peut-être ils veulent que quelque chose se redresse. C'est pour ça que je vous dis, j'y vais un peu comme en expérimentation, en me disant peut-être qu'ils veulent que ça change. Mais j'observe bien. Vous tombez sur un mur. J'observe bien à partir du cockpit que, attendez, ils ne veulent pas de changement. Et je suis totalement libre, je ne suis tenu par rien du tout.
je tire la conclusion que c'est même pas la peine de rester. Alors d'après vous, si aujourd'hui le président de la République n'est plus en capacité de gouverner les Camerounais, comment doivent faire les Camerounais d'après vous? Mais il faut d'abord, en prendre conscience, parce que ça devient un pays sans tête. Et ce à quoi on assiste, c'est un peu ce que je prévoyais, c'est des intrigues. C'est des intrigues entre des factions. Vous voyez, parce que lorsque la tête n'est plus là, ou la tête n'est même plus en capacité de gouverner, vous n'avez que des intrigues. C'est ce que vous avez là. C'est entre factions. Il faut que rapidement ce problème-là soit réglé. Si les Camerounais ne le règlent pas, en continuant à faire ce que Maurice Kamto a fait, parce qu'on a voulu encore une fois diaboliser Kamto Maurice par rapport à ce qu'il a fait, alors que c'est lui qui était dans le bon chemin. C'est-à-dire qu'un citoyen éclairé, avisé, il a dit, mais attendez, où est le pilote? Où est celui-là même qui veut piloter l'avion? Le pilote de l'avion qui a dit que je vais piloter l'avion Cameroun a disparu. Mais il faut qu'on sache où on va, sinon, parce que sinon on va directement au crash. Mais on est en train d'aller au crash. Je pense que tous les Camerounais devaient prendre conscience que le pilote n'est plus aux manettes. Et demander où il est et régler le problème du pilote. Comment le faire? Comment le faire, comment? Comment les Camerounais doivent le faire? Mais les En écrivant, en interpellant, comment ils doivent le faire? Je veux dire, la commerçante du marché central de Douala ou bien de Yaoundé, comment elle fait pour cela? C'est comme si vous demandiez que c'est ma grand-mère qui le fasse. Ce que nous, on est en train de faire là, il s'agit de ça. De faire prendre conscience aux Camerounais qu'ils sont dans un avion où le pilote a disparu. Romaric, vous, moi, le caméraman qui nous a vu là tout à l'heure, et les autres, nous sommes dans un avion où le pilote a disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous courons le risque d'un crash. OK? Oui. Donc, nous devons utiliser tous les instruments à notre disposition, légaux. Vous, en tant qu'homme de médias, pour commencer à faire de ce problème le problème principal du Cameroun. Tous les autres problèmes que vous allez vouloir traiter là, c'est des problèmes périphériques. Vous ne pouvez pas être en danger de crash, en menace de crash, et traiter des problèmes périphériques. C'est le seul problème qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. C'est le pilotage de l'avion Cameroun. C'est le seul. D'accord. If this one is not resolved, forget about the rest. D'accord. Revenons sur l'épisode de votre arrestation avec votre allié Maurice Kamto. Vous avez passé plusieurs mois, environ 9 mois, à la prison centrale de Kodingui. Racontez-nous cet épisode. D'abord, dans quelles conditions est-ce que vous êtes arrêté et comment est-ce que vous avez perçu et conçu le fait qu'on vous ait jeté en prison pour 9 mois? C'est ça qui vous montre qu'il n'y a même pas de justice, il n'y a même pas de procédure judiciaire. Vous avez votre homme-dieu qui n'est pas Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire votre homme-dieu qui n'est pas Dieu, qui devient la loi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que s'il décide que vous devez être jeté en prison, ou alors si ceux qui l'entourent le convainc que son salut, c'est de vous jeter en prison? Par le fait qu'on soit jeté en prison, si ceux qui l'entourent, c'est-à-dire que vous avez, et son secrétaire général et d'autres personnes le convainquent que son salut à lui passe par le fait qu'on soit jeté en prison. Vous voyez ce qui est arrivé? C'est-à-dire on vient prendre des citoyens tranquilles, qui n'ont commis aucun crime, on les prend, on les arrête, sans jugement, sans mandat, sans titre, on les arrête, on les détient pendant 9 mois, n'est-ce pas, sans charge. Et vous sont libérés comme ça un jour, toujours par l'acte de l'homme-dieu, mais qui n'est pas Dieu. De l'homme-dieu, de l'homme que vous voulez là, vous dites qu'il est Dieu, mais qui n'est pas Dieu. On vous libère sans charge. C'est ça qui s'est passé. Il s'est passé ça. D'ailleurs, le symbole de ça, c'est extraordinaire. C'est le président français Macron qui le dit. Il ne vous dit pas qu'il a demandé à Biya, il a téléphoné à Biya pour lui dire accélérer les procédures judiciaires. Ah, c'est ce qu'il a fait? Non, il ne vous dit pas qu'il a demandé au président d'accélérer les procédures judiciaires. Oui. Il comprend bien que les procédures judiciaires n'ont rien à y faire. Il dit, si vous ne les libérez pas, ne venez pas ici. Il comprend bien que c'est lui qui nous a arrêtés. Ça n'a rien à voir avec les procédures judiciaires. Mais je vais dire, pour notre morale, non, le moral était intact. Le moral était intact. Bien que vous ayez, d'après, on a eu des informations, quand vous étiez, je crois, au tribunal, vous avez fait un malaise. Non, mais j'ai eu un malaise parce qu'on était dans une histoire qui était crowded, c'est-à-dire qu'une salle qui avait plein de... Il n'y avait pas d'air, étouffé. Il y avait étouffé et tout, et puis bon, le matin, j'avais fait
J'avais commis la gaffe de ne pas prendre le petit déjeuner, et puis bon, ben voilà quoi, c'est aussi simple que cela. C'est tout. Et j'ai eu le malaise, mais je pense qu'une heure après, je me suis rétabli. Oui. Quand ils ont même éliminé ça, on me demandait, j'ai dit non, il faut qu'on retourne en salle. Il faut qu'on retourne en salle, il faut qu'on en finisse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du point de vue du moral, on était intact. Parce qu'à partir du moment où vous vous battez pour une cause juste, vous n'êtes pas atteint. Alors, qu'est-ce qui était le déclic de votre libération? Est-ce que c'est le fait que le président ait voulu un matin dire écoutez, je les libère, ou alors qu'il a exécuté ce que lui a dit le président français Emmanuel Macron, ou alors vous-même vous avez mené un travail de lobbying en fond? Je vous vois venir, bien sûr. Pour que ça arrive à ce que Macron le sache. Vous imaginez le travail qu'on a fait? On a fait un travail énorme. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais on a écrit au monde entier. Mais on a écrit au monde entier. Au monde entier. Ceux qui portaient les courriers où on les envoyait, de toute façon, je ne vais pas vous dire comment, dans le détail. Oui. Mais on sait qu'on a écrit au monde entier. Au monde entier. C'est-à-dire lui-même, tous les présidents et chefs d'État qui comptent, n'est-ce pas? Mais vous voyez, vous avez vu la dernière lettre ouverte qu'on a envoyée au secrétaire général des Nations Unies, vous l'avez lu. Oui. Même au pape, on a écrit. Pour que vous soyez libéré. Oui, mais s'il fallait écrire en latin, on l'écrit en latin. Alors parlons d'une autre actualité, Christian Penda Ekoka. Oui. Alors tout récemment, un cadre du ministère de la Communication a écrit au nom du ministre de la Communication à la direction de RFI, Radio France Internationale, pour demander de surveiller de près le travail du journaliste Alain Foka, qui a donné la parole à l'activiste Calibri Calibro lors de l'émission Le Débat africain du 10 mai 2020. Dans son adresse, le dit cadre du MINCOM a utilisé l'expression proximité sociologique entre Alain Foka et un opposant camerounais, Maurice Kamto. Visiblement, c'est comme ça qu'on a fait déduction. Quel commentaire vous inspire cette actualité? Oh, c'est stupide. On en revient toujours à cette gouvernance qui est mobilisée par le marqueur ethnique. Qu'est-ce que Alain Foka a à voir avec cela? C'est-à-dire que la proximité, de quelle proximité il s'agit? Et finalement, moi, quelle est ma proximité avec Maurice Kamto, de ce point de vue-là? Hein? Pourquoi ils ne viennent pas chercher ma proximité, comme ils disent, sociologie? Et s'ils ne se sont jamais intéressés aux idées qui peuvent me rapprocher de Kamto? Ils ne se sont jamais intéressés à la vision du Cameroun qui peut me rapprocher de Maurice Kamto, à la vision du Cameroun, à nos rêves pour le Cameroun, ça ne les intéresse pas. Tant qu'ils trouvent... D'ailleurs, si par hasard, moi je suis président du mouvement Agir, mais si demain c'était moi qui étais à la tête du MRC, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait que non, les Bamileke m'ont pris sous leur contrôle. C'est ça qu'il dirait, c'est tout ce qui les intéresse. Vous pensez que je veux bâtir un pays pour une histoire où vous allez distinguer les gens à travers les tribus? Quand vous rencontrez une fille là, allons très simplement, quand vous rencontrez une fille, vous en tombez amoureux, c'est écrit sur son visage, sa tribu? Non, du tout. Ces mêmes gens-là qui sont en train de démoniser, quand ça leur arrive, ils posent ce genre de questions. Vous voyez bien qu'ils ne posent pas ce genre de questions. Ils sont pleins. Alors, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est devenu un prétexte pour eux. Sauf que ce que je vous ai donné tout à l'heure comme modèle, le modèle de concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne, a pour résultat que dans le village de cette même personne, ce n'est pas développé. Mbomeka n'est pas développé. Bien de là-bas, non. Mais ça n'est pas développé. Et tous ceux qui détiennent le pouvoir, indépendamment de leur tribu, peuvent être bamilekés, ils peuvent être tout ça, ça ne veut rien dire, parce que les enfants vont se mélanger et tout ça, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Qu'ils soient sawa, qu'ils soient... Quand vous allez dans leur localité, la localité n'est pas développée, parce que ce modèle ne développe pas. Ce modèle ne développe pas. Il revient simplement à la célébration d'un individu. Quand vous allez chez Mebengo en Kolfong, ce n'est pas développé. Il est seul à avoir une maison et c'est fini. Le reste, c'est zéro, c'est le désert. Quand vous allez chez Bilinga Eboutou, en Kilinzok, vous voyez, un village de 500 personnes, dont 20% sont catholiques. Il a trouvé le moyen d'aller faire une basilique. En Kilinzok, une basilique. Dans un village où il y a 500 personnes, 20% seulement sont catholiques, les autres sont protestants. Qui va aller à sa basilique? Personne. Et il a fait un mausolée. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait un mausolée. Je vous donne ces exemples pour vous montrer, n'est-ce pas, l'aberration de ce modèle. Et les contradictions, et les bévues, et les stupidités, à quoi ça arrive.
C'est-à-dire que quand vous avez autant de moyens, je n'ai même pas posé pour le moment le problème de l'origine des moyens. Je vais même dire que les moyens, je n'ai même pas voulu entrer par cette porte. Je ne pose pas encore la question des moyens, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Quand il les aurait même acquis de manière douteuse, mais franchement, pour se repentir, il aurait dû faire un hôpital. Pas une basilique. Parce que même Dieu ne va pas lui pardonner ça. Comprenez? Dieu n'a pas besoin de sa basilique. D'accord. Alors dites-nous, Christian Penda Ekoka, comment se porte le mouvement Agi-Act aujourd'hui? Il se porte à merveille. Il se porte à merveille. C'est un mouvement qui a pris une dimension internationale. Oui. Les jeunes gens ont compris. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de vous. On vous a vu dans des rencontres avec des Camerounais de la diaspora qui vous ont reçu un peu de partout pour échanger avec vous. Absolument. Les retours sont très positifs apparemment. Absolument. Mais attendez, encore une fois, cette diaspora était marginalisée par le gouvernement. C'est la première fois que moi je vois une diaspora qui a un réservoir de talent, n'est-ce pas, un réservoir de talent multiforme, multidisciplinaire. Vous allez en Allemagne, vous trouvez plus de 5000 ingénieurs, vous trouvez plus de 1000 médecins. Nous ne parlons pas des États-Unis, nous ne parlons pas de la France, nous ne parlons pas du Canada, nous ne parlons pas de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie. Je vous assure, ce que vous avez là. Les gars, au vu du traitement ostracisant du Cameroun, diabolisant du Cameroun, étaient en train d'oublier le Cameroun. Une fois que ton aîné t'a fait venir là-bas, d'accord, et a fait venir les parents, il dit, Cameroun, basta, puisqu'on ne veut plus de nous, débrouillons-nous ici. C'est ce que nous avons fait là, Maurice Kamto et moi, et les Foguet Alain, et ainsi de suite, c'est-à-dire, c'est cette flamme qu'on a allumée. Oui. Cette flamme qui, à un moment donné, leur dit, mais tiens, quelque chose est possible. Et souvent, quand je prends mon petit frère Alain là, je dis, parce que Alain, lui, me découvre comment? Alain me voit pendant une émission de Thierry Ngongan. Je crois que c'est en 2005 ou 2006. Alain Fogueko, vous voyez là. Oui. Il se dit, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui peut s'exprimer comme ça au Cameroun de manière indépendante. Je vous parle de 2005. Il se met lui-même à me chercher. À chercher cette espèce d'oiseau bizarre là, qui est aussi indépendant, et ainsi de suite. Voilà. Et moi, aujourd'hui, ce que je fais là, je dis en même temps que c'est pour eux. J'ai le devoir de le faire pour eux. C'est ceux qui viennent là derrière, là, il y a un écart d'âge entre lui et moi, donc je vais dire, c'est pour eux. Pour qu'ils prennent la relève fièrement demain. Comprenez ce que je veux dire? Oui. Et c'est cette flamme qu'on allume pour la diaspora qui fait que la diaspora s'intéresse à nouveau à ce que nous faisons. Vous avez des gens comme, plus jeunes encore, comme Emmanuel Boumakor, n'est-ce pas, qui sont avec nous, comme Emmanuel Boumakor, qui est toujours avec moi, qui regardent, qui apprennent, et savent que c'est pour eux. N'est-ce pas? Il est du côté du nord-ouest. Est-ce que c'est lui qui est le plus proche de moi? Vous n'avez pas de proximité sociologique en tout cas. Je ne sais pas, mais c'est celui qui est le plus proche de moi, Emmanuel Boumakor. Alors comment vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je crois que Atanamanda aurait un peu de difficulté, hein? Vous voyez, quand il s'agit de moi, parce que beaucoup de gens qui sont autour de moi ne sont pas des Sawa, ne seraient pas dans ce cadre-là. Il y a des gens, et ceux qui me connaissent, que ce soit chez moi, n'est-ce pas, à Douala, et ainsi de suite, quand les gens viennent chez moi, je suis toujours avec tout le monde. Ok, dites-nous. Et c'est comme ça qu'il faut que le Cameroun soit fait. Hein. Il n'y a pas une autre façon de faire le Cameroun. Dites-nous, comment se porte aujourd'hui? Je voudrais vous rappeler, Omar, j'insiste sur ça, parce que Douala, qui est le creuset du Cameroun. Allons-y rapidement, parce qu'on va bientôt boucler l'émission. Le creuset du Cameroun. Oui. Je l'ai souvent dit quand on a commencé à vouloir ostraciser Calibro, en disant c'est un Sénégalais, j'ai dit que m'attendez. Lorsque vous voyez une ville comme Douala, qui est le creuset du Cameroun, Douala s'est enrichi des peuples de toute l'Afrique. Des peuples de toute l'Afrique. Venus de tous bords. Mais venus de tous bords. Oui. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous pose problème? Alors, deux questions pour sortir de cet entretien, Christian Penda Ekoka. Comment se porte à ce jour votre alliance avec le MRC? Mais à merveille. Ben vous avez... Jusqu'à quand l'aventure peut-elle continuer? Jusqu'à la gare. D'accord. Ok. Écoutez, on va sortir cet entretien par une dernière préoccupation. Je parle de l'un de vos tweets que vous avez récemment fait et dont je vais faire lecture avec une question pour boucler cet entretien. Vous dites: le mal fondamental du Cameroun réside dans des institutions qui ont concentré la totalité du pouvoir politique dans les mains d'un seul individu. Pour réussir, celui-ci doit avoir les qualités de Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésence, qui par définition manque à tout
pauvre mortel. À tout pauvre mortel, oui. Cette architecture politique freine le développement, enrichit une infime poignée au détriment du plus grand nombre, favorise le parasitisme et conduit à une impasse de misère. On ne peut prétendre avancer sans préalablement la réformer. Et pour ce faire, la solution réside dans un modèle équilibré de répartition du pouvoir politique au plan géographique et institutionnel. Premièrement, que voulez-vous dire par ce message? Deuxièmement, est-ce que Christian Penda Ekoka mène tout ce combat aujourd'hui uniquement et essentiellement pour inscrire son nom dans la postérité? Oui, essentiellement, mais je peux l'inscrire simplement en ayant contribué à ce qu'on change ce système politique et que les pouvoirs soient mieux répartis entre les régions. Je viens de vous dire cette hyper-centralisation du pouvoir, cet hyper-présidentialiste, ce modèle hyper-présidentialiste, où un seul homme devient Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'homme-Dieu qui n'est pas Dieu. Oui, donc tout passe par lui. Et vous voyez, quand je vois une ville comme Bafoussam et une ville comme Bamenda, voilà deux villes où les gens se lèvent à 4 h du matin. Les populations sont vraiment industrieuses et qui mériteraient d'avoir une liaison pratiquement autoroutière entre les deux villes. Vous pensez que si ces villes, si ces deux régions avaient une certaine autonomie, je veux dire autonomie constitutionnelle, vous voyez ce que je veux dire, du point de vue de la Constitution, il y a longtemps qu'ils auraient construit cette route-là. Okay. Vous avez pu le voir de manière encore dramatique avec le corona crise là, où on faisait des prélèvements de sang à Bafoussam, à Bamenda, à Maroua, à Douala, et il fallait que le prélèvement vienne à Yaoundé. Dans un modèle de type fédéral, vous voyez ce que je veux dire? Dans un modèle de type fédéral, un peu à l'Allemagne, au Canada, aux États-Unis, les pouvoirs sont mieux répartis entre les régions. Au même au Nigeria. Chaque région aurait eu un équivalent de l'Institut Pasteur. Oui. Chaque région du Cameroun aurait eu un équivalent de l'Institut Pasteur. Et vous pouvez le faire sur beaucoup de choses. D'ailleurs, ce modèle, quand c'est un modèle de pouvoir équilibré au niveau de la région, vous pouvez mieux avec votre environnement. Vous apprenez à mieux tirer parti de votre environnement. Vous voyez aujourd'hui, quand vous êtes dans le littoral, vous ne tirez aucun parti des cours d'eau, vous comprenez, de la biodiversité que vous avez là. Au contraire, c'est un modèle où quand vous êtes à l'école vous éloigne de votre biodiversité. Alors que l'eau que vous avez là, c'est des voies de navigation, c'est des sources d'hydroélectricité, c'est des sources d'irrigation. La mangrove est absolument riche. C'est une pharmacologie que vous pouvez étudier, mais le modèle tel qu'il est fait, il vous éloigne de ça. Il est quand même assez étonnant que vous soyez dans une ville comme Douala et qu'il n'y ait pas une école de marine marchande. C'est quand même extraordinaire. Quand vous allez au niveau du nord, on aurait pu faire une faculté de médecine à l'extrême nord parce qu'il y a le ver du Guinée, l'onchocercose et ainsi de suite, et que l'école de médecine puisse se spécialiser là, la recherche médicale puisse s'orienter vers le type de maladies qui sont des maladies endémiques, c'est-à-dire au niveau de cette région. Vous voyez, vous apprenez à mieux identifier, à mieux exploiter votre environnement. Or, pour que le gars qui est à Maroua, ou à Mokolo, ou à Kousseri, boive de l'eau, oui, ça dépend de quelqu'un qui est assis à Yaoundé. Mais le plus marrant, c'est qu'il ne sait même pas où est Kousseri. Il ne sait même pas où est Mokolo. Il n'y a jamais été. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ça la stupidité de ce modèle. Quelqu'un est assis à Yaoundé, n'est-ce pas? Il doit décider de comment quelqu'un qui est à Kousseri, dans un environnement géographique qui lui est tout à fait étranger, de comment ce monsieur ou cette dame doit pouvoir boire de l'eau. Merci Christian Penda Ekoka. C'est ici qu'on va mettre un terme à cet entretien. Peut-être une dernière pirouette. Est-ce que vous pensez qu'avec tout cet engagement politique que vous avez aujourd'hui, tout ce combat que vous menez, vous êtes sûr qu'il y aura un bon changement de régime au Cameroun et dans la paix? Oui, bon, je suis sûr qu'on va le faire. Ce ne sera pas par une pirouette, ce sera très simple. Je n'ai pas besoin de faire Maïgueri pour ça. D'accord. Merci infiniment, Christian Penda Ekoka. Je rappelle aux téléspectateurs et aux internautes que vous êtes le président du mouvement Agi-Act et que vous êtes également celui qui pilote en ce moment le projet Survie Cameroun. Merci de nous avoir reçus à Yaoundé. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est ici qu'on met un terme à cet entretien. Merci à Emmanuel Boumakor qui nous a aidé qui nous a aidé à mettre la main sur Christian Penda Ekoka. Merci à Fabrice Amvama, Rofao Mohamedou, Abdoulaye Rahman. Et naturellement, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine édition avec un autre invité, toujours sur Afrique Inform. À très vite. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique.
Toussez ou éternuez dans votre coude et couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et utilisez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 1510 ou au www.minsanté.cm. Ceci est un message du ministère de la Santé publique du Cameroun.